pour des raisons personnelles, elle n'a pas pu être avec nous cet après-midi. Et donc, c'est Christian Rio qui va venir nous expliquer ce qu'est ce projet et qui va commencer par prendre le micro pour nous expliquer pourquoi cette table ronde. Parce que c'est une table ronde très importante autour de cette question de la littérature et des gens ordinaires, qui est une question non pas nouvelle, mais qui commence à être un peu visible aujourd'hui dans le monde de la littérature. Alors, qu'est-ce que vous vouliez faire, Christian, avec cette table ronde ? Oui, je ne vais pas remplacer Pauline Miel, donc je n'ai pas de son physique d'abord. Et donc simplement vous dire pourquoi on souhaitait aussi partir de ce dispositif, parce que ce ne sont pas simplement des livres raconter la vie, c'est une idée de Pierre Ozan Vallon. On va voir tout à l'heure, on va pouvoir passer une petite vidéo où il expliquera un peu son projet. Ce qui nous a intéressé là-dedans, c'est d'une part qu'effectivement il voulait donner, je dirais, la parole à ce qu'il appelle lui les invisibles, qui sont en réalité très visibles, puisque c'est au contraire tous les gens qu'on croise tous les jours, les invisibles, mais aussi des lieux invisibles. Et il y a une part du projet qui nous a tout particulièrement intéressés, en tous les cas qui pose question aussi, c'est le fait de faire appel aussi à des écrivains. Il se trouve qu'il y a des écrivains comme Annie Ernaux qui ont écrit un ouvrage dans ce cadre-là. Il y a aussi un autre écrivain comme François Bégodeau. Donc ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelle est la frontière aussi, et ça c'est un peu une poursuite de ce qu'on a évoqué ce matin, la frontière entre le témoignage, le travail journalistique et le travail littéraire, enfin, et la création littéraire. Comment on passe de l'un à l'autre ou pas, ou est-ce qu'il y a des frontières ? C'est en tous les cas pour moi un projet qui est tout à fait intéressant, mais qui pose énormément de questions en tous les cas. Ce que je propose peut-être, c'est qu'on puisse voir la vidéo de Pierre Ozan Vallon. Qui explique le projet, voilà, qui nous dit ce qu'est le projet, donc, où il y a énormément de choses. On va revenir sur les différents outils, mais qui pose cette question de la porosité, effectivement, des frontières. On écoute Pierre Ozan Vallon sur ce projet « Raconter la vie ». Raconter la vie part du constat qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de personnes qui sont comme muettes dans la société. Elles n'ont pas droit à la parole. Elles sont dans leur coin, elles sont à la fois isolées, avec un sentiment d'oubli, un sentiment de solitude, un sentiment de ne pas être pris en compte. Et on voit qu'à partir de ce sentiment, il y a parfois un découragement, une forme de désenchantement, qui se traduit aussi par le fait qu'un nombre croissant de personnes sont hélas prêts à aller vers les sirènes de certaines formes de populisme. Donner la parole, permettre de s'exprimer à tous ceux que l'on peut qualifier d'un mot commun d'invisible. Pourquoi invisible ? Ils ne sont pas invisibles. Tout le monde existe bien dans la société, avec sa vie, son travail, son quotidien. Mais invisible pour les institutions, invisible pour les partis, invisible pour les médias. Et c'est cela que souhaite faire ce projet de raconter la vie. C'est de constituer d'une certaine façon l'équivalent d'un parlement des invisibles. Prendre des exemples. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde a à la bouche le mot « le peuple ». Mais qui parle de cette nouvelle forme de travail ouvrier qui se développe de plus en plus ? Qui parle des anthropologistiques, qui sont maintenant les entreprises modernes, qui parlent des chauffeurs-livreurs, qui parlent des gens qui travaillent comme caristes dans des entrepôts, qui parlent des dépanneurs. Tous ces gens-là, maintenant, c'est la masse des nouveaux ouvriers. Même si, bien sûr, existent tous ceux qui sont dans les usines industrielles classiques, et peut-être plus encore maintenant, dans les entreprises agroalimentaires. Et puis, il y a aussi des lieux que l'on n'aperçoit pas. Il y a justement, par exemple, ces nouvelles formes d'usines, mais on ne s'intéresse pas non plus à tout un certain nombre d'endroits qui sont des endroits d'entre-deux, entre la campagne et la ville, par exemple. Donc il faut parler de la société réelle, telle qu'elle existe aujourd'hui. Voilà, tel est le programme de Raconter la vie. Et c'est pour cela que Raconter la vie aura un style d'intervention. D'abord, ce seront des petits livres qui seront
à un prix assez bas de 5,90 €, mais il y aura aussi un site internet. Un site internet participatif qui permette à tous ceux qui le désirent, justement, de témoigner, de raconter ce qu'ils vivent, de raconter leurs épreuves et de raconter en même temps qu'ils s'apercevront que d'autres vivent les mêmes épreuves qu'eux, que d'autres vivent les mêmes situations. Donc en même temps que ce projet Raconter la vie redonne en quelque sorte une consistance à chacun, c'est aussi un moyen de faire société. Il y a une expérience du passé, au milieu du 19e siècle, qui m'a beaucoup inspiré, c'est celle d'un éditeur qui a eu l'idée de faire des portraits types de la société française. Et des écrivains comme Balzac, des reporters, de simples témoins, ont parlé de la diversité de tous les métiers, de toutes les conditions dans la société. Cela avait pour titre « Les Français peints par eux-mêmes ». Eh bien, c'est un peu le même esprit que j'ai cherché à faire revivre, en le modernisant bien sûr, à l'âge de l'Internet, à l'âge des e-books, avec ce projet Raconter la vie. Ce projet où les témoignages des personnes ordinaires se lieront à des récits d'écrivains, se lieront à des enquêtes de sociologues ou à des enquêtes aussi de journalistes d'investigation. Pour raconter la société, il faut en effet des paroles multiples. Il faut différents angles d'approche. Mais ce qui est le plus important, c'est de donner la parole, de faire sortir de l'obscurité en quelque sorte beaucoup d'existences, beaucoup d'expériences, beaucoup de conditions dont on ne parle pas assez. C'est en quelque sorte sortir le mot de peuple de cette espèce de statue de marbre dans lequel il est enfermé, pour lui donner un côté vivant, pour lui donner un côté multicolore, pour en montrer la dimension plurielle et toute la variété. Voilà quel est le projet que j'ai voulu mettre en œuvre avec Raconter la vie. Un projet qui est indissociablement celui d'une collection de livres et celui d'un site internet participatif. Alors on voit très bien que Pierre Rosanvallon, il décloisonne, il fait sauter les cases habituelles, il rend poreuse ces frontières entre littérature, mais finalement, pour vous, ce projet-là, c'est un projet démocratique ou c'est un projet littéraire ? Alors, la parole de Pierre Rosanvallon, c'est forcément une parole de sociologue et d'historien, c'est pas une parole d'écrivain. Donc, ce qui nous a intéressé, c'est que cette présentation, l'intérêt qu'elle a, c'est qu'elle présente le fondement, le pourquoi du projet. Ce qu'on pourrait peut-être mettre aussi, c'est le site internet, en fait, de façon à ce qu'on puisse le voir comment il fonctionne. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelle place il a donné et quelle place les écrivains ont là-dedans. Alors évidemment, si Paul Miel avait été là, on aurait pu lui poser la question pourquoi ils ont fait appel à des écrivains, etc. Voir aussi quelle différence véritablement il y a entre les deux. Parce qu'il n'y a pas que deux. des écrivains. On voit là quelques images des nombreux titres qui sont sortis. Il y a des gens comme vous, comme moi, des gens ordinaires, et il y a quelques écrivains. Donc on a dit Annie Ernaux, François Bégodeau notamment. En fait, les deux sont possibles. On peut écrire si on est simplement dans la vie et qu'on a envie de témoigner de ce qu'on vit, et des écrivains se sont emparés de ce principe-là aussi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois, il y a eu des commandes faites à des écrivains, et puis, par ailleurs, tout un chacun peut proposer en fait un récit. Et parmi ces récits, donc, après, il y a une sélection en fait qui est faite. Il y a plusieurs possibilités. Il y a aussi des écrivains qui se sont associés, enfin qui racontent parfois leur propre expérience. C'est le cas d'Annie Ernaux qui raconte son expérience, qui est une expérience fort commune, puisqu'il s'agit de l'expérience qu'elle mène quand elle va faire ses courses au supermarché. Mais François Bégodeau, lui, a témoigné de la vie de quelqu'un d'autre, puisque c'est la vie d'une infirmière. Et par ailleurs, on peut très bien déposer son propre récit. Là, il y a évidemment une sélection. Et ils ont même trouvé une solution, c'est qu'il y a tellement de possibilités, enfin tellement de récits, qu'ils ont aussi des lecteurs invités. Alors ça peut être, dans les lecteurs invités, il peut y avoir aussi des écrivains, pardon.
Par exemple, là, vous voyez, c'est François Beaune, me semble-t-il, Beaune, qui va aussi commenter les différents récits qu'il y a sur ce site-là. Donc on est tout à fait dans quelque chose, alors là tout à l'heure on parlait du numérique, mais tout à fait dans quelque chose de très... ce que le numérique vend, c'est-à-dire le côté très communauté, participatif, etc. On est tout à fait là-dedans. Ce que nous on voit, c'est que c'est une tendance assez forte. Il y a d'ailleurs un site ici à Rennes qui existe aussi, qui s'appelle Histoires ordinaires. Peut-être les gens d'ailleurs qui les ont mis en place, qui ont mis en place ce site, sont-ils dans la salle? Il s'agit donc de Michel Rouget et de Marianne Divet. Donc on voit que c'est des choses qui existent aussi ici, et d'autres choses qui peuvent s'apparenter. Je pense à Nelly Sebag et Lucie Lemaître qui, avec l'association des figures, ont publié aussi un ouvrage qui s'appelle « Puisque j'existe », où ils sont allés comme ça aussi rencontrer des vieilles dames. Voilà, mais la question est de savoir, je dirais, oui, ces frontières, qu'est-ce que ça... Voilà, est-ce qu'on peut dire que tous ces récits, entre guillemets, se valent? Est-ce qu'ils sont du même... Est-ce qu'ils ont les mêmes objectifs? Alors, j'imagine que ça dépend de la façon dont on regarde. On peut se poser la question d'un point de vue littéraire et puis d'un point de vue démocratique. Donc ça me ramène à ma question. Pour vous, ça, c'est un projet démocratique, participatif, citoyen, ou c'est un projet littéraire? C'est pas un projet littéraire. Pour moi, là, c'est pas un projet strictement littéraire. C'est un projet, effectivement, qui va tout à fait dans le sens... Pierre-Rosan Vallon, c'est quand même son cheval de bataille. Pierre-Rosan Vallon, c'est vraiment la question de la démocratie. Pour lui, on n'est pas arrivé en démocratie. Donc, sa recherche permanente, c'est de trouver des dispositifs qui permettent d'aller vers la démocratie réelle. Donc ça, peut-être, c'est peut-être une solution. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est pas ça? En tous les cas, c'est sujet à débat. Moi, je n'aurais pas la réponse à la place de Pierre-Rosan Vallon ou de qui que ce soit. En tous les cas, c'est intéressant. Il y a probablement des limites. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, ce qui nous a intéressés, c'est, je dirais, et ça rejoint ce qu'on a entendu ce matin, c'est-à-dire, c'est toujours cette histoire du rapport aussi au réel, du rapport entre la fiction et le réel. Oui, on raconte sa vie. Moi, il fut d'un temps, j'ai été aussi éditeur, et donc j'ai été amené à éditer, par exemple, des témoignages. Mais ça m'interroge toujours, ces questions des témoignages. Qu'est-ce que ça dit, un témoignage? Parce qu'on est forcément, et je crois qu'Olivier Rosenthal le disait tout à l'heure, quand les gens lui racontent leur vie, forcément, on passe par la question de la fiction. Mais ça, c'est aussi peut-être... voilà, en tous les cas, ça interroge ça. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont fait appel à des écrivains, parce que les écrivains ont une particularité, c'est que c'est leur boulot de travailler sur non pas la question de la fiction, mais sur la question de la forme. Oui. Et la forme, pour moi, est très importante dans cette question-là. Peut-être on verra avec le travail qui est mené donc, aussi bien par Laurence, Gérard et Marie. La question de la forme est essentielle. On va dire que raconter la vie à ce niveau-là, on va dire projet démocratique, citoyen, participatif, mais objet littéraire au final. Donc entre les deux, comment on avance? C'est pas la seule initiative, évidemment, qui participe à cette façon de raconter ce que nous sommes, nous les gens ordinaires, ce qu'est notre vie, comment on la vit, comment on raconte soi-même. Et Gérard et Laurence, vous êtes associés dans un projet donc à Séné, dans le Morbihan. Le projet, ça s'appelle Circuler, il y a tout à voir. C'est parti d'une écriture. Gérard, est-ce que vous voulez... Alors, vous êtes l'auteur. Commencez à nous raconter ce qu'est cette aventure, comment c'est né à Séné. Laurence est arrivée chez moi un jour avec sa complice Anne. Elles m'ont dit, voilà, nous on est comédiennes, metteurs en scène, et on cherche un écrivain pour servir de passeur un petit peu, aller à la rencontre des habitants donc, de Séné, de cette commune qui est une commune de 8000 habitants à côté de Vannes, dans le Morbihan. Et voilà, donc capter des récits de vie, à partir de là écrire d'une manière libre ce que j'ai envie à partir des témoignages, en disant aux gens, d'abord il fallait que les gens soient volontaires, ensuite ils racontaient ce qu'ils voulaient, ils avaient le droit de mentir si vous voulez.
Je les ai rencontrés à peu près 1 heure chacun, rarement plus, parfois un petit peu plus, mais voilà, 1 heure. Et j'ai eu voilà, des gens qui se sont donnés à fond, qui m'ont raconté des choses, qui m'ont confié à la fin. Voilà, je vous ai raconté des choses que j'ai jamais dit à mes parents, j'ai jamais dit à mon mari, etc. Donc une espèce de confiance qui s'est instaurée entre nous. Je pense aussi que voilà, c'est dans la discussion, dans l'échange, peut-être que j'ai donné aussi de moi, qu'ils ont donné d'eux, qu'il y a une espèce de... La confiance s'est instaurée à partir de là. Mais c'est vrai, par rapport à ce que disait Christian tout à l'heure, que ça ne suffit pas, le témoignage, qu'après c'est qu'est-ce qu'on fait du témoignage. Moi, j'ai une expérience de journaliste, une expérience d'écriture aussi de livres documentaires, et je me suis rendu compte assez vite que quand j'essayais de retranscrire exactement ce que les gens me disaient, il arrivait que les gens me disent « j'ai pas du tout dit ça ». Alors que quand je réécrivais ce qu'ils m'avaient dit, peut-être en mentant pour être encore plus vrai, ils me disaient « c'est exactement ça ». Donc je me suis rendu compte assez vite qu'il se passait quelque chose dans cet écart-là, dans cet interstice. Il y a eu ce moment de rencontre avec les habitants, l'écriture tout seul, et la confrontation, ça s'est passé comment ? Oui, alors, ce que j'ai fait, c'est que... alors après, ce qui était décidé quand même, c'était que je rencontrais les gens pour leur confier ce que j'avais écrit. Donc un moment assez émouvant et tout. J'avais décidé d'aller un petit peu plus loin, je n'avais pas cette obligation-là, mais voilà, pour me libérer du réel, entre guillemets, j'ai retranscrit in extenso quasiment ce que les gens m'avaient raconté, en leur donnant un papier, voilà. Des fois ça durait quelques pages. Vous vous débrouillez avec ça, vous faites ce que vous voulez avec, vous le donnez à vos enfants, vous le gardez en souvenir. Et à côté, je leur lisais ce que j'avais écrit. Mais je voulais que ça passe à travers ma voix, pour qu'il y ait déjà une distanciation, quelque chose qui se crée entre nous, qui prennent conscience que c'est pas leur voix, que c'est déjà la voix de quelqu'un d'autre. Et là, ce moment-là était un moment extrêmement émouvant, très fort. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de très important qui se jouait. On était à la limite des fois des larmes ou des gens qui me prenaient la main. Enfin, il y avait une espèce de... quelque chose de très très fort. Et vous ? Il y avait de l'émotion en face de vous, mais vous, ça... C'était émouvant, oui, surtout de voir les réactions des gens. Oui, c'était assez impressionnant. Un sacré moment, quoi. Comment ? Un sacré moment. Oui, un moment très fort. Après, à la suite de ça, ces récits transformés, passés à travers moi, je les ai tissés pour créer une pièce de théâtre. Et après, j'ai donné le bébé. Enfin, on a travaillé ensemble pour tisser l'identité de cette ville, au moins à travers ces personnages qui n'avaient pas forcément de points communs, mais on a trouvé à jeter des ponts entre eux et à faire en sorte aussi que ça colle au futur travail théâtral, quoi. Il fallait aussi que l'écriture soit en corrélation avec ce qui allait se passer après. C'est-à-dire l'apprentissage du théâtre, mais ça c'est le travail de Laurence. C'est ça qui est intéressant dans le parallèle qu'on peut faire avec Raconter la vie, c'est que l'idée de départ dans Raconter la vie, c'est une idée citoyenne, et Asséné, l'idée de départ, c'est un projet théâtral, Laurence. C'était quoi l'idée ? Oui, alors je dois dire que Circuler, il y a tout à voir à une histoire et est ancré dans des projets dont je fais partie depuis une vingtaine d'années environ. Donc ça fait longtemps qu'on monte des projets comme ça. Et il est impossible pour moi de le faire sans l'écrivain, en fait. Donc Asséné, ça a été un espèce de coup de foudre entre la ville qui était en train de penser le projet de son équipement culturel, Grain de Sel, en souhaitant y impliquer les habitants fortement dans son fonctionnement, dans sa programmation. Et donc quand on s'est rencontrés, je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas leur proposer de mettre les habitants sur scène pour l'ouverture du centre culturel. Ce sont les habitants qui ont accueilli les habitants au centre culturel. Donc, projet théâtral, vous allez chercher Gérard, et puis à un moment, il nous l'a dit, il vous refile le bébé, et puis ça devient là une mobilisation collective. Là où c'était de l'entretien,
du face-à-face, c'est devenu du collectif. Oui, alors le collectif ne vient pas tout de suite, parce qu'il y a un long trajet individuel qui permet que le collectif se noue ensuite. C'est-à-dire que les personnes, une fois qu'elles ont rencontré Gérard et qu'elles ont dit « Ok, je suis d'accord pour ce texte », on les fait répéter individuellement chacune pendant plusieurs semaines, ce qui nous permet de faire un premier travail théâtral, de les armer avant d'affronter le collectif, de bien se connaître également, de tisser une relation de confiance et de leur donner, en fait, de créer le désir du collectif. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie du travail où ils sont... forcément, ils n'ont jamais fait de théâtre, la plupart, et ils n'imaginaient jamais en faire. Et donc, il y a toute une partie où ils sont très tournés sur eux-mêmes, avec leurs propres angoisses, leur trac de le faire. Et puis, on travaille, et un beau jour, ils commencent à se dire, mais qui sont les autres ? Mais que racontent les autres ? Qu'est-ce qui se vit ? Donc, ils commencent à arriver un peu en avance à leur répétition pour voir le précédent. Ils traînent un peu après et en fait, le lien se tisse comme ça. Et ensuite, on crée des petits groupes peu à peu et puis jusqu'à ce qu'ils soient tous ensemble. Mais là, on a mis à peu près 6 mois à les réunir tous pour la première fois. Et au final, il y a une pièce de théâtre. Alors, on pourrait raconter, mais on peut aussi regarder. Oui. Parce que je vous propose de découvrir la bande-annonce, justement. Je voudrais juste dire une chose, c'est que le travail de nous, metteurs en scène, qui est passionnant, c'est qu'après, justement, on tisse ensemble des éléments qui pourraient apparaître comme hétérogènes. Et pour moi, c'est ça, le travail de création qui est vraiment passionnant dans cette histoire. C'est comment, à un moment, de toutes ces histoires individuelles, on arrive à tisser un lien et comment les choses résonnent entre elles. Et ça, c'est aussi passionnant. Ça, c'est ce qui se passe dans la cuisine, on va dire. Mais... Oui, il y a aussi des gens qui ont du mal à exprimer ce qu'ils ont en eux. Et donc, il y a beaucoup de vide. Mais ce vide, il me laisse une place à moi. Du coup, je peux inventer aussi, mettre quelque chose dans ce vide. Parfois, je me rappelle une dame qui me disait « Mais moi, ma vie est extrêmement banale, j'ai rien à dire, j'ai rien à... » Puis on se baladait au bord de l'eau, comme ça, il faisait très beau. Il y avait des nuages qui arrivaient, puis elle m'a raconté qu'elle était femme de pêcheur, qu'elle aimait bien se baigner, et puis elle me disait, regardez, il va peut-être pleuvoir, peut-être qu'il faudrait aller se baigner maintenant. Et puis du coup, j'ai pensé à un autre personnage qui avait parmi les gens que j'avais rencontrés, qui était quelqu'un de très... qui roulait pas mal les mécaniques, tout ça, d'un peu dragueur. Et puis du coup, j'ai inventé une histoire de drague entre eux, en fait, qui s'est retrouvée dans la pièce après, alors qu'en fait... Qu'ils ont assumé ? Comment ? Qu'ils ont assumé tous les deux ? Qu'ils ont assumé complètement. Mais parce qu'en fait, ils l'ont assumé parce que en fait, ce qui se passe pour chacun d'entre eux, et ça on peut leur expliquer en théorie au départ, mais je crois que c'est très abstrait, c'est que plus ils répètent, parce qu'ils le répètent, on les fait travailler quand même, beaucoup. Donc ils répètent individuellement jusqu'à ce qu'un beau jour, peu à peu, ce qu'ils racontent d'eux-mêmes s'en éloigne un peu et qu'ils deviennent un peu le personnage d'eux-mêmes. C'est quelqu'un qui leur ressemble beaucoup, mais c'est plus tout à fait eux-mêmes. Ce qui fait que toutes les émotions brutes qu'ils ont au départ, qu'ils ont quand Gérard leur a lu le texte, qu'ils ont dans les premières répétitions, ils finissent en fait par réussir à la maîtriser par la technique du théâtre et par réussir à s'en jouer en fait. Et c'est ça qui est passionnant, c'est de voir ce trajet pour chaque personne, parce qu'ils ne s'y attendent pas. Ils ne peuvent pas l'imaginer. Il y a une double distanciation, en fait. Il y en a une à travers l'écrivain, et puis après une à travers le corps, à travers le théâtre. Enfin, ceci dit, la dame, son mari était marin pêcheur, j'avais un peu peur de me faire casser la gueule, mais bon, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de conséquences. Il y a un mot qui me vient sur ce que vous racontez sur cette distance, c'est sublimation. Sublimer l'ordinaire à travers l'écriture et le théâtre. Mais oui, je pense que c'est ça, parce que quand Gérard revenait de temps en temps voir les répétitions, parce qu'il y a un moment, Gérard s'est effacé, il avait fini son travail, mais il revenait quand même voir les répétitions, et il me disait « Oh là là, j'ai l'impression, je vois, ils sont habités ». Il me disait toujours ça, j'ai l'impression qu'ils sont habités, ils sont portés par quelque chose. Pour moi, vraiment, je ne le ferai pas sans écrivain, parce que justement, je crois que cette matière livrée brute, moi, je ne pourrais pas la faire livrer sur scène comme ça, parce qu'on est sur un fil très délicat par rapport, on pourrait sombrer dans le voyeurisme, et le filtre de l'écrivain, et voilà, sa patte littéraire, sa griffe, amène aussi cette distance, et pour moi, par rapport à la question de tout à l'heure, la littérature dans cette histoire, pour la scène, mais... Ouais, c'est comme si une histoire qui sort d'eux-mêmes, en fait, le fait de passer à travers le filtre de l'écriture,
elle leur appartient plus tout à fait. En fait, elle devient universelle, quoi. Ils peuvent la projeter, en fait, et les autres peuvent la capter. Et du coup, c'est comme voilà, les moments dramatiques dans leur vie, les moments des fois les moments où c'est très impudique. Hein, ça pourrait être très impudique. En fait, ils ne sont pas gênés parce qu'ils ont fait ce chemin-là, en fait. Mais pour faire ce chemin-là, il faut du temps. Vous donnez très envie de découvrir le spectacle. Alors évidemment, on ne va pas pouvoir voir le spectacle, mais on a de la chance. Il y a un documentaire qui a été tourné par Sylvain Huette et on en a un extrait, enfin la bande-annonce. Tout ce que vous nous dites, je trouve qu'on le retrouve dans le documentaire. On va en voir quelques images tout de suite. De l'argent pour la culture? Notre argent! Et pour voir quoi? Tu es venu habiter ici à Séné parmi les synagogues installés depuis des lustres et tu voudrais que je te demande l'autorisation de tailler des arbres à moi qui poussent chez moi. Mais où tu te crois? Il me parlait du Liban aussi, de la beauté du Liban, de la mer et de l'Algérie, de cette saleté de guerre comme il disait. Ouais, c'est touchant. Comme quoi tu arrives à nous faire dire des choses. Voilà, non mais c'est très très fort, quoi. Bon, ça a l'air tragique tout ça. Mais bon, tout ça, c'est des gens qui ont assumé quand même leur vie. Et là, on se dit, bon, ben, c'est vrai, j'ai dit ça, c'est sûr, je l'assume, c'est vrai, mais c'est qu'il va falloir l'assumer un jour devant le public. Il l'a rencontré là-bas pendant son armée. C'est trop gentil, là. Mais t'es pas d'ici, t'es pas breton. Ma mère était guyanaise, mon père était breton. Il l'a rencontré là-bas pendant son armée. De voir des personnes qui, à 50, 60 balais, remontent jusqu'à l'enfance pour dire où il y a eu les clés, où il y a eu les étincelles, où il y a eu des pépites et où il y a eu des choses dures, des fractures, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Puis je dis, après tout, c'est qu'une pièce de théâtre. Et moi, si je souris, vous vous dites? Elle est malade, celle-là! Elle sourit. Ça doit être une Mais pour ça, tu devrais le dire comme ça. Ah, puis, tu vois, si tu te mettais autrement, ça serait mieux. Oui. Et tout ça, ça nous enveloppe et ça nous fait aller où elles veulent. Je l'aurais fait avant, je l'aurais peut-être pas apprécié autant. On a beau vous expliquer, et d'ailleurs on vous explique assez peu parce qu'on sait que ça restera totalement abstrait, et donc la seule chose dont il faut qu'on vous convainque, c'est de nous prendre la main et de venir. Les participants avaient confiance en nous, on a créé ce climat de confiance, mais aussi nous, on avait une grande confiance en eux. On savait tout à fait là où on pouvait les mener. On savait que c'était sûr que ça marcherait. Maintenant, nous, on s'efface. Maintenant, c'est vous. C'est vous maintenant. C'est à vous, c'est la balle est dans votre camp. C'est vous faire plaisir. Je vois même le médecin, tout à l'heure, je parlais avec elle, je lui ai dit, je suis en photo, il faudra aller me voir et tout. Du coup, elle va venir me voir, elle va venir voir la pièce, quoi. Elle trouve ça marrant, quoi. Elle dit, j'ai une star dans mon cabinet. Un jour, au Poulfan, je suis tombée en panne de scooter. En voulant le pousser, je me suis fait une luxation de l'épaule. Mais c'était plutôt à cause de la rage. La rage, parce qu'au lieu de m'aider, les gens klaxonnaient, se foutaient de moi. Avant, Moi, je suis pas pêcheur. il n'y avait que des synagogues Ici, à c'est Séné. beau. Il y a tout ce Et qu'il je faut. suis pas de Séné. Il n'y a pas Ça grand-chose change. à faire pour être dépaysé. Et c'est pas plus mal. Le point de vue que j'aime beaucoup, c'est sous cet arbre. Les synagogues, Mais ce qui est bien, c'est qu'on a la mer, Il y a ils ont toujours une la sacrée petite barque. mais aussi réputation. la campagne, Et souvent, là-bas, un goéland On qui dit est qu'ils posé ont du dessus. caractère. avec des vaches. Je crois que ça mérite des applaudissements. Où est-ce qu'on peut le voir, ce documentaire? Parce que ça donne envie. Alors, l'année dernière, il avait été projeté au festival de Douarnenez. Il avait été sélectionné dans le Grand Cru breton et puis il a aussi fait partie du mois du doc. Alors, si vous voulez vraiment le voir sur un écran, dimanche 30, il est projeté, alors je ne sais plus, dans l'après-midi, à Serran aussi, dans le cadre du mois du doc, c'est dans le Morbihan. J'en ai 4 exemplaires dans mon sac, si vraiment vous voulez le voir, mais sinon, il peut être projeté. On le met pas sur Internet. Voilà. D'accord. Donc il faut s'adresser à Laurence si Voilà, on veut c'est ça, le voir et puis avoir les dates de diffusion. On va revenir sur ce projet, sur ce que ça provoque aussi, encore une fois, en termes de citoyenneté, et ce que l'écriture
en tant qu'outil de citoyenneté peut apporter. Je voudrais bien me tourner vers Marie maintenant. Donc Marie, vous travaillez aussi à partir du réel. Vous avez donc participé à une opération qui était montée par le Théâtre de la Folle Pensée à Saint-Brieuc. Ça s'appelait Portrait avec paysage. Quel lien vous faites entre ce que vous avez fait, votre travail d'écriture à vous, celui dont on va parler, et ce qui vient d'être présenté par vos voisins? C'est quoi le point commun? Prenez donc le micro. Alors, à la base, je n'écris pas du tout par rapport au réel, je veux dire, à partir de témoignages ou de rencontres. Complètement directement comme ça. Vous êtes auteur pour le théâtre, entre autres, puisqu'on se disait tout à l'heure que on vous met difficilement dans une seule case, mais quand vous écrivez pour le théâtre d'ordinaire, vous ne partez pas du réel. Forcément, indirectement, je pars de ce qu'il y a autour de moi, mais je veux dire, je vais pas interviewer, par exemple, ou avoir des entretiens avec des personnes pour, en vue d'écrire quelque chose là-dessus. C'est plus. Mais par contre, un jour, Roland Fichet, qui est donc le directeur de la compagnie de théâtre de Folle Pensée à Saint-Brieuc, est venu me voir et puis pardon. Il rappellera. Ouais. Et en fait, il avait un projet qui s'appelle Parole avec paysage, avec plein d'auteurs francophones. Et à ces auteurs, il a demandé de rencontrer quelqu'un. Et à partir de cette rencontre, d'écrire une pièce de théâtre. Vous aviez le choix de la personne à rencontrer? C'était totalement libre ou pas? Oui, alors il nous a fortement déconseillé de rencontrer quelqu'un qu'on connaissait. Et moi, quand il m'a parlé de ce projet, je pensais vraiment à quelqu'un que je connaissais, que j'avais vraiment envie de... qui me semblait vraiment évidente. Malgré le conseil de ne surtout pas aller vers des personnes connues. Voilà. Et alors, comment vous avez fait? Vous êtes allé vers cette personne? Oui. Donc en fait, pour situer le contexte, mon compagnon était agriculteur et il travaillait en collaboration avec un autre agriculteur. Ils font de la vente directe. Et du coup, cet agriculteur-là, qui est collègue de mon compagnon, avait un laboratoire de transformation. Et voilà, et on a été amenés à se rencontrer, à tisser des liens d'amitié comme ça. Et puis j'ai rencontré... son épouse, et donc j'ai vraiment décidé de partir d'elle. Et pourquoi elle? Est-ce que c'est son côté extraordinaire ou son côté ordinaire qui a fait que vous avez voulu écrire sur elle? C'est le fait vraiment qu'elle était une... femme d'agriculteur dans le centre-Bretagne et que son histoire a fait que elle s'est retrouvée au chômage quand on s'est rencontrés suite à un harcèlement moral de son patron où elle était comptable et elle, en tant qu'elle, je sais pas, c'est une personne qui vous touchait, qui me fascinait vraiment. Oui. Oui. Finalement, malheureusement, une histoire assez ordinaire. Donc, au départ, vous parlez de harcèlement, et puis il y a eu l'écriture et le texte. Ça n'est pas on n'est pas dans le registre du journalisme, du reportage. C'est autre chose. C'est quoi votre texte au final? Alors, au début, c'est une personne, une femme qui est dans une cuisine et qui épluche des pommes de terre. C'est vraiment le cliché. On peut pas mieux. On peut difficilement trouver un truc. Voilà.
Et plus ça va, plus elle se raconte, et plus sa famille, et son entourage, sa cuisine devient, tout ce qui est familier autour d'elle devient monstrueux. Et c'est un peu ça que ça raconte. Et puis tout d'un coup, il y a l'apparition de son ancien patron à travers les fenêtres translucides de son salon, qui apparaît en bœuf charolais. Voilà, et puis après, il y a toute une histoire. Ce qui est intéressant dans ce que vous décrivez, c'est que finalement, vous arrivez à faire, grâce à l'écriture, quelque chose d'extraordinaire à partir d'une vie qui est ordinaire. Parce que votre texte, il est tout sauf ordinaire. Mais le point de départ, c'est la vie d'une personne comme vous, comme moi, comme n'importe qui, quoi. Oui. Et pour moi, l'ordinaire est fait de plein de blessures aussi, plein de choses qu'on essaye qu'on recouvre à chaque fois pour continuer, quoi. Mais c'est un peu donner le micro à des plaies, quoi. Pour montrer Est-ce que cette idée-là, vous la partagez ? On se posait la question de ce qu'apportait la littérature dans cette attention plus particulière à la vie quotidienne. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de dire ça ? C'est que finalement, l'écriture apporte de l'extraordinaire dans l'existence de chacun d'entre nous ? Je peux répondre par rapport à... J'ai vu la pièce en fait, que Marie a écrite, en fait, mise en scène. Et alors c'est vrai que c'est une pièce surprenante parce qu'elle n'est absolument pas dans le réalisme, dans le témoignage, etc. Pour autant, on entend bien, on comprend bien en fait que c'est quand même ancré d'abord dans un lieu, dans un territoire particulier, dans un espace particulier. C'est-à-dire qu'on saisit bien qu'il y a du réel quelque part. Enfin voilà. Mais c'est justement la forme qu'elle a donnée à ça que je trouve intéressante. C'est-à-dire que, du coup, on quitte les formes habituelles du réel. C'est un peu, je sais pas, j'allais comparer ça, moi, à la psychanalyse. Quand vous allez en psychanalyse, si vous êtes un petit peu habitué, vous pouvez manipuler votre psychanalyste très facilement, puisque vous savez très bien ce qu'il faut lui raconter au psychanalyste. Donc, vous savez comment fictionnaliser votre vie. Mais ça marche pas, en fait. Et je pense que justement ça marche mieux avec les écrivains. Quand les écrivains font quelque chose justement et qu'ils triturent comme ça en fait les histoires, les récits, on va dire le réel, les bons écrivains se laissent pas prendre à ça. Et je crois que, dans ce qu'a fait, en tous les cas, ce que j'ai pu voir de Marie, c'est véritablement ça. C'est-à-dire que elle parle de clichés, mais en fait, tout son travail échappe complètement aux clichés, justement. Tout parce que justement elle passe par peut-être le fantastique, la métaphore, et puis elle a son univers aussi, parce que les pièces qu'elle a écrites précédemment en fait sont des pièces qui portent déjà cet univers. Les animaux parlent chez Marie, les chiens parlent etc. Mais dans les autres pièces aussi, il y a des personnages d'ailleurs qui sont récurrents, qu'on retrouve pas là, mais on retrouve quand même cet univers-là. Donc elle a traîné aussi cette histoire-là vers son propre univers, mais pour nous restituer quelque chose, moi c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué, pour restituer quand même quelque chose elle a rendu visible quelque chose dans l'histoire de cette femme, voilà, qui est pas, qui ne se voit ni si on avait fait un reportage, je sais pas, ou un documentaire sur elle un peu classique. Je pense pas qu'on aurait on n'aurait pas trouvé ça dans le témoignage. On n'en aurait pas vu autant sur elle. Non, parce que ça aurait été dans une forme classique. Gérard, vous partagez ? Oui, je pense. Oui. Après, je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui se passe dans ce croisement des imaginaires, en fait, entre une personne qu'on rencontre, par exemple, ou dont on connaît la vie, et puis ce qui se passe avec, quoi. C'est-à-dire qu'on peut-être on peut aller un petit peu plus loin qu'elle serait allée elle-même, et peut-être il y a une espèce de miroir aussi, c'est-à-dire que les autres, c'est nous. Enfin, c'est un peu banal de dire ça, mais Olivia Rosenthal disait ça tout à l'heure aussi, quoi. C'est que le fait de travailler sur la matière des autres, c'est aussi une manière de se découvrir soi-même, quoi.
Alors, et c'est vrai que quand on a ce rapport d'échange, de témoignages, je pense que je ne sais pas pourquoi ça marche, hein, vraiment cette espèce d'osmose. Mais peut-être parce que je suis un peu à poil aussi que les gens se mettent à poil. Hein. Je sais pas, il y a un truc de cet ordre-là, quoi. Hein. Ça c'est l'origine du. C'est un peu étonnant, malgré la magie que vous racontez. Et c'est vrai qu'Olivia Rosenthal, quand on l'écoutait ce matin, on voit tout l'intérêt pour un écrivain qui est souvent seul dans cette tâche d'écriture, d'aller vers les gens et de s'enrichir, d'enrichir de ses rencontres son écriture. Mais quand même, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'auteurs qui écrivent sur les gens ordinaires. Alors, on en a discuté, Gérard, en préparant cette rencontre. Il y a des gens qui le font depuis longtemps, mais j'ai presque envie de vous provoquer un peu. C'est un effet de mode ou quoi ? Il y a une mode ou est-ce qu'il y a un vrai mouvement littéraire dessous ? Je ne sais pas s'il y a un vrai mouvement littéraire. C'est vrai qu'on voit apparaître des choses comme ça. Il y a peut-être aussi un geste politique, au sens fort du terme. Peut-être qu'on en a un petit peu marre aussi. Moi, je fais partie des gens qui en ont un peu marre de cette verticalité de la culture. C'est-à-dire qu'on dise aux gens, voilà, le savoir c'est ça, la vérité culturelle c'est ça, et elle doit venir d'en haut et on doit l'accepter, la bouffer tout cru, pré-mâché. Je pense qu'on peut aussi partir de la vérité des gens, de la réalité des gens, pour l'amener très haut, hein, pour amener... Après, moi, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment nouveau de partir vraiment, enfin, de la vie ordinaire. Enfin, c'est vrai que, enfin, j'ai lu des choses d'Orson Welles. Enfin, il est allé voir les travailleurs en Angleterre, enfin à Paris. Il y a plein de, enfin, j'ai l'impression qu'il y a plein d'auteurs qui le font. Après là, j'ai l'impression que aussi aujourd'hui, les auteurs sont beaucoup amenés à travailler, enfin, en tant qu'intervenants, enfin, dans des quartiers défavorisés, en pensant que ça va peut-être, enfin, je sais pas ce qu'on attend de tout ça, mais j'ai l'impression que c'est aussi une volonté des écoles, enfin un peu de la culture aujourd'hui, d'aller peut-être pas forcément instrumentaliser totalement les auteurs pour aller faire ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, les auteurs, et ça c'est vrai aussi pour le théâtre, sont plus dans le champ social qu'ils n'ont été auparavant. Il y a plus de demandes, on vous demande plus d'ateliers, d'accompagnement les uns les autres. C'est peut-être effectivement un point de départ qui peut expliquer cette attention particulière. Oui, nous, à Séné, c'est une question qu'on agite tout le temps. Là, on est dans une semaine qui s'appelle Aux œuvres citoyens et qui est une semaine d'action artistique participative qui est portée par... on les appelle les GLOP, sont le groupe local d'orientation de la programmation, et qui ont choisi, rencontré des artistes et qui ont eu des coups de cœur pour certains et qui leur ont donc demandé d'accompagner les habitants dans des œuvres. Et du coup, ça nous amène évidemment à nous questionner sur la place de l'artiste. Est-ce qu'elle doit évoluer ? Est-ce qu'on lui demande d'intervenir dans le champ social, ou est-ce que simplement sa place doit évoluer ? Est-ce que l'image de l'artiste dans sa tour d'ivoire est peut-être, je sais pas, doit peut-être évoluer ? Et, enfin, en tout cas, j'ai l'impression... alors évidemment, ils sont confrontés à ça. Nous, on a fait appel à une compagnie de danse pour accompagner des habitants, et ils nous disent « Ah, mais de plus en plus, on nous sollicite pour ça, mais on ne nous sollicite beaucoup moins sur nos propres créations. » Donc, voilà, il y a cette question, elle est... j'ai pas de réponse, mais là, nous, on l'agite beaucoup là-bas à Séné. Vous la posez en tout cas. Quand j'ai posé la question finalement, à quoi ça sert de rendre visibles les invisibles, Marie m'a répondu, je vais vous lire un texte pour vous répondre. Et un texte de Pérec, vous avez votre livre ici. Oui. Enfin, moi, Vous voulez le lire ? Bah, pourquoi pas. Enfin, après, je sais pas du tout. C'est un texte que j'ai découvert. Sur le pourquoi de rendre visibles les invisibles. C'est, enfin, peut-être un texte qui vous paraîtra, enfin, vraiment, enfin, je sais pas, mais moi, c'est vrai que c'est un texte que j'ai découvert alors c'est dans l'infraordinaire. Mais c'est marrant parce qu'on l'a cité, avant que tu le lises, ce texte a servi pour, quand on a écrit le dossier de Circuler, il y a tout à voir, on est parti de ce texte-là.
en fait. Ouais. Oui, Donc, même vous m'avez donné ça comme la une espèce de... Ouais. pour m'appâter. C'était dans le dossier dès le départ. Alors on va écouter peut-être le premier chapitre, Marie. Alors, je sais pas comment... Ah si, ça va. Je peux tenir le Ah, bah, c'est parti. Donc ça s'appelle... En stéréo. Ça s'appelle « Approche de quoi ?» Ce qui nous parle, me semble-t-il, c'est toujours l'événement, l'insolite, l'extraordinaire. 5 colonnes à la une, grosse manchette. Les trains ne se mettent à exister que lorsqu'ils déraillent. Et plus il y a de voyageurs morts, plus les trains existent. Les avions n'accèdent à l'existence que lorsqu'ils sont détournés. Les voitures ont pour unique destin de percuter les platanes. 52 week-ends par an, 52 bilans. Tant de morts. Et tant mieux pour l'information si les chiffres ne cessent d'augmenter. Il faut qu'il y ait derrière l'événement un scandale, une fissure, un danger, comme si la vie ne devait se révéler qu'à travers le spectaculaire, comme si le parlant, le significatif était toujours anormal. Cataclysme naturel ou bouleversement historique, conflits sociaux, scandales politiques. Dans notre précipitation à mesurer l'historique, le significatif, le révélateur, ne laissons pas de côté l'essentiel, le véritablement intolérable, le vraiment inadmissible. Le scandale, ce n'est pas le grisou, c'est le travail dans les mines. Les malaises sociaux ne sont pas préoccupants en période de grève. Ils sont intolérables 24 heures sur 24, 365 jours par an. Les raz-de-marée, les éruptions volcaniques, les tours qui s'écroulent, les incendies de forêt, les tunnels qui s'effondrent, Publicis qui brûle et Aranda qui parle, horrible, terrible, monstrueux, scandaleux. Mais où est le scandale, le vrai scandale? Le journal nous a-t-il dit autre chose que « Soyez rassurés, vous voyez bien que la vie existe, avec ses hauts et ses bas. Vous voyez bien qu'il se passe des choses. » Les journaux parlent de tout, sauf du journalier. Les journaux m'ennuient, ils ne m'apprennent rien. Ce qu'ils racontent ne me concerne pas, ne m'interroge pas et ne répond pas davantage aux questions que je pose ou que je voudrais poser. Ce qui se passe vraiment, ce que nous vivons, le reste, tout le reste, où est-il? Ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour, le banal, le quotidien, l'évident, le commun, l'ordinaire, l'infraordinaire, le bruit de fond, l'habituel. Comment en rendre compte? Comment l'interroger? Comment le décrire? Interroger l'habituel, mais justement, nous y sommes habitués. Nous ne l'interrogeons pas, il ne nous interroge pas. Il semble ne pas faire problème, nous le vivons sans y penser, comme s'il ne véhiculait ni question ni réponse, comme s'il n'était porteur d'aucune information. Ce n'est même plus du conditionnement, c'est de l'anesthésie. Nous dormons notre vie d'un sommeil sans rêve. Mais où est-elle, notre vie? Où est notre corps? Où est notre espace? Comment parler de ces choses communes? Comment les traquer plutôt? Comment les débusquer? Les arracher à la gangue dans laquelle elles restent engluées? Comment leur donner un sens, une langue? Qu'elles parlent enfin de ce qui est, de ce que nous sommes. Peut-être s'agit-il de fonder enfin notre propre anthropologie, celle qui parlera de nous, qui ira chercher en nous ce que nous avons si longtemps pillé chez les autres, non plus l'exotique, mais l'endotique. Interroger ce qui semble tellement aller de soi que nous en avons oublié l'origine. Retrouver quelque chose de l'étonnement que pouvait éprouver Jules Verne ou ses lecteurs en face d'un appareil capable de reproduire et de transporter les sons. Car il a existé cet étonnement, et des milliers d'autres, et ce sont eux qui nous ont modelés. Ce qu'il s'agit d'interroger, c'est la brique, le béton, le verre, nos manières de table, nos ustensiles, nos outils, nos emplois du temps, nos rythmes. Interroger ce qui semble avoir cessé à jamais de nous étonner. Nous vivons, certes. Nous respirons, certes. Nous marchons. Nous ouvrons des portes. Nous descendons des escaliers. Nous nous asseyons à une table pour manger. Nous nous couchons dans un lit pour dormir. Comment? Où? Quand? Pourquoi? Décrivez votre rue. Décrivez-en une autre. Comparez. Faites l'inventaire de vos poches, de votre sac. Interrogez-vous sur la provenance, l'usage et le devenir de chacun des objets que vous en retirez. Questionnez vos petites cuillères.
Qu'y a-t-il sous votre papier peint? Combien de gestes faut-il pour composer un numéro de téléphone? Pourquoi? Pourquoi ne trouve-t-on pas de cigarettes dans les épiceries? Pourquoi pas? Il m'importe peu que ces questions soient ici fragmentaires, à peine indicatives d'une méthode, tout au plus d'un projet. Il m'importe beaucoup qu'elles semblent triviales et futiles. C'est précisément ce qui les rend tout aussi, sinon plus, essentielles que tant d'autres au travers desquelles nous avons vainement tenté de capter notre vérité. Merci. Voilà, c'était la réponse et c'est complet, me semble-t-il, par rapport à ce que l'on cherche à faire à travers l'écriture. Ouais, enfin, pour moi, en tout cas, enfin, pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, enfin, pour moi, c'est vraiment un exemple qui prouve un peu que quand des écrivains prennent, comme Georges Perec, le réel à bras-le-corps, ça veut dire quelque chose. Enfin, pour moi, ce serait possiblement indispensable pour vraiment surélever quelque chose de l'ordinaire, de remettre en mouvement des choses qu'on fait sans réfléchir, de remettre en tension un quotidien qu'on voudrait presque effacer, quoi. Vous partagez les uns les autres, Gérard? Oui, absolument. Oui. Il y a cette nécessité de rendre visible l'invisible, de prêter attention à ce qu'on oublie au quotidien. Et puis, il y a la question du geste littéraire. Christian, vous nous avez expliqué tout à l'heure que dans Raconter la vie, il y avait à la fois des gens qui étaient là en témoins de leur propre vie et des écrivains qui se sont mis, je pense à François Bégodeau par exemple, qui se sont mis dans la peau d'autres personnes, de cette infirmière. Est-ce que vous avez l'impression que là aussi, il y a un mouvement qui est en marche ? Je dirais la même chose que Marie, c'est-à-dire que c'est pas un mouvement, je sais pas, ça a toujours existé. Enfin, je veux dire, la littérature est toujours allée du côté du réel. Elle l'a trituré de manière différente d'un siècle à l'autre. Voilà, on est aussi. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les écrivains, peut-être aujourd'hui, essaient de se défaire d'une certaine forme qui nous a été quand même qui a été très forte, qui s'est imposée, qui vient du 19e siècle, de la littérature du 19e siècle, qui est une littérature qui crée un effet de réel en tous les cas. Du coup, cet effet de réel est très fort, c'est-à-dire que c'est de la littérature à la Zola, etc. C'est pas tellement une littérature, même si lui faisait beaucoup d'enquêtes, etc. Mais la forme aussi donne cet effet de réel. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que quand on regarde, je sais pas, ne serait-ce que la télévision, enfin toutes les formes justement ordinaires de récit, mais la façon de raconter ça, c'est qu'elles sont très influencées par ce naturalisme, je dirais là. Et ce qui est intéressant, c'est de le réinterroger, c'est de le déconstruire. Moi, j'ai tendance à dire que la littérature réaliste socialiste aujourd'hui, elle est du côté de Marc Lévy et ces gens-là. Donc voilà, c'est eux qui sont les héritiers du réalisme socialiste. Il faut vous expliquer. Parce qu'en fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est une espèce de volonté de présenter les choses de manière un petit peu fausse. C'est-à-dire qu'en nous disant, finalement, c'est ça la réalité, parce que la forme semble nous donner un effet de réel. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle n'interroge pas le réel. Elle ne rend pas intranquille. C'est ce que je disais ce matin. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, enfin moi en tous les cas en tant que lecteur, c'est que parfois c'est pas facile. Je pense pas, voilà ce qu'écrit Marie ou même Gérard parfois ou d'autres, c'est pas forcément dans la séduction, dans la facilité, mais c'est quelque chose qui en tous les cas reperturbe complètement justement le regard que l'on peut avoir sur la fiction qu'on se fait du réel. Et ça me semble être un élément extrêmement important. S'il y a un mouvement, c'est le mouvement de la pensée qui commence par là. C'est-à-dire que c'est ça, en fait. Et je ne vois pas trop d'autres espaces, enfin, je ne vois pas d'autres acteurs, en fait, qui finalement permettent de mettre
tant que ça la pensée en mouvement. Et c'est très dérangeant, c'est pas quelque chose de forcément, dans un premier temps, en tous les cas, confortable. Et moi, ce qui me semble important, c'est que pour revenir aussi quand même à ces questions, c'est que les lieux du livre, les espaces du livre, enfin les médiateurs autour du livre, etc., tiennent compte aussi de ça. Parce que j'entends aussi parfois le fait que, du coup, on va plutôt intégrer dans ces lieux-là les récits qui soulagent, qui sont faciles, enfin qui n'ont pas, en tous les cas, qui ne rendent pas, qui évitent cette intranquillité-là. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais et là, il me semble quelque chose d'un peu, je ne sais pas si je peux dire dangereux, mais en tous les cas, une sorte de dérive. Alors que ce qui peut être intéressant, c'est justement le fait que les écrivains réinterrogent ça, alors peu importe, d'une manière très différente les uns des autres. Si vous parliez de Bégaudeau, entre, par exemple, le texte que François Bégaudeau a écrit pour raconter la vie et ce qu'a fait Annie Ernaux, ce sont deux vraiment postures très complètement différentes. Il y a Annie Ernaux, elle a poursuivi d'ailleurs ce qu'elle fait en permanence, c'est-à-dire qu'elle se met en scène, elle se sert d'elle-même. Alors est-ce que c'est elle, est-ce que c'est... Voilà, ça aussi c'est complexe. Et elle va effectivement dans ces lieux ordinaires, etc. Et François Bégaudeau fait pas ça du tout, puisque lui, il rencontre quelqu'un, et là, il essaie de restituer un petit peu ce qu'elle lui a dit, il essaie de restituer son quotidien d'infirmière. Voilà, c'est deux postures différentes, mais qui sont, en tous les cas, ni l'un ni l'autre n'ont cet effet peut-être, ne souhaitent avoir cet effet justement cet effet de réel absolu, c'est-à-dire que c'est plus l'idée de perturber au contraire le regard. C'est vrai que cette course après la réalité, après le réel, on l'observe dans plein de disciplines artistiques en fait, dans la littérature, dans le cinéma. Là, effectivement, on n'a pas besoin de courir après le réel, a priori. On n'a pas besoin d'imiter le réel ou de chercher à faire réel, puisqu'on part d'une matière qui est la matière ordinaire, entre guillemets, des gens. Mais au final, c'est peut-être encore plus difficile d'écrire sur une matière sur laquelle il n'y a pas à tordre, ou si on tord, si on distord, si on modifie, si on change, c'est forcément une démarche volontaire. Enfin, moi, quand tu parles de courir après le réel, j'ai eu vraiment la sensation de courir après le réel quand je faisais mon paysage intérieur brut, là, donc à partir de la femme que j'ai rencontrée, parce que j'ai vraiment compris pourquoi Roland Fichet nous déconseillait de partir de quelqu'un qu'on ne connaissait pas, parce que je suis vraiment rentrée dans les failles, justement. Enfin, ensuite, j'étais dans une course comme je la voyais souvent. Enfin, j'ai eu du mal à arrêter. Un peu piégée par la relation. Ouais, et puis par mon propre rapport aussi à l'écriture et à cette relation où à un moment donné, elle changeait sa cuisine, j'ai changé la cuisine dans la pièce, elle changeait. Enfin, il y a eu un moment donné où j'ai dû arrêter le personnage quelque part. Oui, et dire là c'est fini. Arrêter de courir après la vraie personne. Il y a quelque chose comme ça quand même que j'ai l'impression quand on part à partir de quelqu'un où il y a un moment donné où on doit arrêter quelque chose et rentrer justement dans quelque chose qui nous est peut-être plus propre, ou poursuivre quelque chose qui est plus... Ce qui est le réel construit par l'écriture. Laurence ? Oui, moi en tout cas, quand je fais appel à un écrivain pour ce genre d'aventure, au contraire, je lui demande de tordre les choses. Et j'ai un exemple
assez fort dans les rencontres de Gérard. Gérard, quand il rencontrait les habitants l'avaient invité dans le lieu de leur choix. Il y en a une qui lui a joué un peu un tour. Elle l'a invité dans la zone commerciale, comme toutes celles qui ressemblent, enfin autour des villes, qui se ressemblent un peu partout. Et il avait un enregistreur, en fait, et il y avait tellement de bruit dans la zone que je crois que son enregistrement était hyper difficile à réécouter. Et du coup, là, il a vraiment été obligé d'inventer, et ça a donné un texte. Cette femme est dentiste, et donc ça a donné un espèce de cauchemar, comme si tout à coup cette zone commerciale était devenue une mâchoire et des dents qui débordaient de partout, et ça a donné un texte des caries. Oui, là, j'ai rien entendu en fait, parce que quand j'ai essayé de réécouter, j'entendais même pas. Puis si j'entendais mes questions, mais elles étaient vraiment ridicules, quoi. Mais comment je peux lui poser des questions comme ça? Je suis complètement débile. Et du coup, j'ai inventé, quoi, totalement. Et elle était d'accord? Au final, ça lui convenait? Ah oui, parfaitement, oui. En fait, il dit toujours les gens avec qui j'ai... Alors ça, c'est aussi un truc. Les gens avec qui j'ai eu le plus de mal, c'est avec les gens d'un certain niveau intellectuel, entre guillemets, c'est-à-dire profs ou... c'est-à-dire qu'il y avait une espèce d'autocontrôle quand on parle. Mais je sentais dans les réponses, mais qu'est-ce qu'il va dire de moi? Qu'est-ce qu'il va penser? Les gens se lâchaient pas, ou ils mettaient vachement plus de temps à se lâcher. Alors que des ouvriers en retraite, des paysans, des gens illettrés, à partir du moment où dans la conversation il y avait une espèce de truc de confiance qui s'était créé, ils se lâchaient tellement que ça pouvait aller super loin. Ça m'a interrogé aussi, ce truc sur le frein que certains intellectuels pouvaient avoir dans ce... Oui, mais ça, en fait, ce qui est marrant, c'est que donc, moi, j'essaie toujours de constituer des groupes de gens qui sont très différents. Donc, j'ai à cœur vraiment d'aller chercher des gens qui ne rentreraient pas forcément dans le centre culturel de manière facile. Mais voilà, donc on a un panel de gens différents qui font quelque chose ensemble et dont l'horizon socio-économique n'a plus d'importance. Mais il est vrai que même dans le travail théâtral, les personnes qu'on emmène le plus loin, finalement, ce sont celles, c'est exactement pareil, ce sont celles qui n'ont aucune expérience et qui finalement n'ont aucun a priori et se disent pas, il faut que j'ai l'air intelligent, ou qui ont déjà fait du théâtre, par exemple, donc qui ont déjà des freins en fait et des idées sur la question. Et finalement, ceux qu'on emmène le plus loin dans le travail théâtral, la plupart du temps, c'est les gens qui n'en ont vraiment jamais fait et qui du coup se livrent à vous à partir du moment où ils ont confiance. Dans le travail que vous avez fait, vous êtes des auteurs qui avaient travaillé à partir d'une matière, on va dire, ordinaire. Il y a aussi, et on le voit dans Raconter la vie, on le voyait sur le site, il y a aussi le témoignage. L'homme de la rue ou la femme de la rue qui raconte, qui n'est pas écrivain, qui n'est pas auteur, mais qui va raconter son quotidien. J'en ai un côté de moi il y avait la vie d'un juge, il y a plusieurs titres qui permettent de témoigner. Est-ce que vous avez l'impression que cette tendance-là, cette démarche-là, ça va vers une démocratisation de l'écriture? Alors, c'est un terme qui a été utilisé, ça fait hurler de rire d'autres personnes. Vous en pensez quoi, vous, les uns les autres? Je ne sais pas si vous voulez parler des récits de vie, par exemple, qui fleurissent aujourd'hui avec des écrivains publics, etc. Bon, ça a sans doute son rôle à jouer, mais ce genre d'expérience dont on parle, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Rien du tout. Je pensais à la collection Raconter la vie, où il y a aussi à côté de Bégodeau et puis à côté d'Annie Ernaux des auteurs dont c'est le premier ouvrage. Oui, alors là, c'est du multidisciplinaire. Un peu, c'est plusieurs personnes qui interviennent sur un sujet. C'est un travail différent, quoi. Démocratisation de l'écriture? Oui, par contre, là-dessus, oui. Christian? Je sais pas, enfin, démocratisation de la culture, je sais pas, j'ai pas assez de recul sur le Raconter la vie, qui est quand même un projet encore assez récent. Moi, j'ai l'impression, bon, j'en ai lu quelques-uns, pas tous, mais que c'est une démocratisation relative, dans le sens où les gens qui écrivent là sont souvent des gens qui ont de toute façon les moyens déjà d'écrire. Là, il se trouve par exemple que vous devez l'avoir, il y a le témoignage d'une juge
d'une jeune juge, c'est Céline ça, Roux, Céline Roux, donc, qui est passée ici d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça. Mais voilà, c'est quelqu'un qui écrit plutôt bien, mais elle n'a pas du tout de prétention littéraire, ça n'a rien à voir. Donc ça démocratise, ça donne peut-être la parole effectivement à quelques personnes, y compris dans les milieux intellectuels qui n'ont pas forcément... par exemple, le quotidien d'un juge, on ne le connaît pas tant que ça, donc ça permet peut-être de faire connaître des pans entiers, en tous les cas, de la société, ou les coulisses en fait qu'on ne peut pas connaître. Par contre, dans la prise de parole, ce sont des gens qui ont déjà la parole. C'est le cas des juges en question, mais bon, en même temps, elle nous fait quand même. Il est intéressant son texte parce qu'elle nous fait découvrir quand même les coulisses. Voilà, il y a par exemple Sébastien Balibar qui a également écrit un ouvrage qui est tout à fait intéressant d'ailleurs sur le quotidien d'un chercheur. Donc ça donne pas tellement envie d'ailleurs parce que c'est pas bien payé, c'est pas du tout reconnu, il passe sa vie dans une cave, enfin c'est assez terrible. Mais c'est pas la même. Effectivement, je rejoins Gérard, c'est-à-dire que là, alors est-ce qu'on peut parler de démocratisation? Je ne sais pas. En tous les cas, c'est pas la même démarche pour moi. Voilà, c'est pas du tout la même démarche que la démarche qui passe par la question de l'écriture littéraire. Je crois que c'est deux choses qui peuvent être complémentaires. Et dans j'ai la un même petit collection doute sur et la- dans la même démarche, on est d'accord. On est toujours dans raconter la vie. Oui, mais c'est pour ça que, malheureusement, l'éditrice n'est pas là, mais moi j'aurais bien aimé lui poser ce genre de questions, parce que sur cette question de démocratisation, ou en tous les cas, même à Pierre Rosanvallon, ça vaudrait le coup un jour de lui poser la question, parce que, est-ce que véritablement ça permet la démocratisation? Je n'en suis pas complètement convaincu. Je ne suis pas convaincu que simplement le fait de témoigner, ça permet ça. Voilà. Parce qu'il y a une chose aussi qui m'apparaît, c'est que comment dire, il y a certaines personnes qui ne sont pas justement peut-être habituées à écrire, à témoigner ou je sais pas quoi. Et du coup, pour faire ça, elles vont adopter une forme, mais la forme dominante. Voilà. C'est-à-dire que du coup, leur récit va passer par une forme qui sera une forme qu'elles vont trouver, à la mode ou en tous les cas convenable. Ce qui est intéressant chez les écrivains, c'est pas le côté convenable de leur écriture, c'est justement le fait que la forme, je dirais, restitue justement beaucoup plus je sais pas si la véracité, mais enfin quelque chose de plus profond comme ça dans l'être voilà. Et donc du coup, je suis pas persuadé que le témoignage, enfin on le voit. Parce que parfois, nous, on reçoit aussi à Livre et Lecture en Bretagne des témoignages, des gens qui veulent publier, etc. On voit bien que, ils ont écrit selon des canons, je dirais, qui sont très classiques, très orientés. On sent justement, ils sont dans l'hyper-contrôle. Voilà. Est-ce que ça permet de démocratiser? En tous les cas, ça ne permet pas forcément une biodiversité, comme on disait, des récits, ça c'est évident. Il y a peut-être un cousinage quand même dans la volonté politique ou dans le geste politique. Je surveille l'heure du coin de l'œil. Je me disais que ce serait bien qu'on prévoie un petit temps pour les questions de la salle. J'en avais une toute dernière à tous les quatre. On sent qu'il y a une nécessité qui est une nécessité citoyenne, démocratique. Il y a beaucoup de choses dans ce qui est en train de s'inventer autour de cette forme d'écriture, qui a une envie littéraire, donc à la fois de la citoyenneté, de la littérature et du collectif aussi qui se travaille. Vos attentes, ce que vous pourriez attendre, vous, des professionnels du livre, puisque c'est une journée avec les professionnels du livre, face à cette envie, à ce mouvement, à cette démarche, ça pourrait être quoi ? Moi, c'est le désir de recommencer le plus souvent possible des expériences de ce type. Parce que c'est ça qui me fait bouger le plus, c'est ça qui me transporte le plus, qui me modifie le plus, donc ça m'intéresse. Et j'en vis heureusement d'autres, mais... Justement, vous me racontiez tout à l'heure que c'est loin d'être isolé, vous me parliez de rencontres annuelles à Amiens. Ah oui, alors là, c'est une expérience totalement différente. Ça s'appelle Leitura Furiosa, donc un terme, lecture furieuse, un terme en portugais. Ça a été créé par un Brésilien qui est à la tête d'une association de lutte contre l'illettrisme qui s'appelle Le Cardan. Et en fait, ça fait 20 ans maintenant.
tous les ans, ils invitent une trentaine d'auteurs. Chaque auteur est en contact avec un groupe de 5-6 personnes avec qui on reste pendant 2 jours. C'est des gens qui sont en difficulté, donc soit par rapport à l'écriture, soit difficultés sociales, etc. Ça peut être des sans-papiers, ça peut être des gens qui sont même pas chômeurs, des gitans, etc. Et donc on vit un échange comme ça. Et après on nous lâche devant un ordinateur. On a jusqu'à 10h du soir pour écrire un truc. Alors ça doit faire, c'est assez court, hein, 4500 signes maximum, un truc comme ça. On écrit absolument ce qu'on veut. Alors, évidemment, on est influencé par l'expérience. Et ensuite, on retrouve les gens, on leur lit ce qu'on a écrit. Donc là, moment d'émotion, comme je disais, par rapport à Séné, du même type. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, alors en plus on se trimballe dans les librairies, on mange avec eux, parce qu'ils ont des tickets pour acheter des bouquins, on leur donne des tickets, alors même si eux savent pas lire, ils achètent ils prennent des livres pour leurs enfants, leurs petits-enfants et tout ça. Et le dimanche, alors là c'est un truc absolument incroyable, la Maison de la Culture d'Amiens, qui est quand même un sacré lieu, elle est donnée au peuple en fait. Ils ouvrent les portes, tout le personnel se met au service des gens, et on va débarquer des quartiers, des gens, voilà, des pauvres, ce qu'on appelle les pauvres, de toutes les couleurs, de peau, etc. Et ils viennent avec leurs enfants, tout est gratuit, ils sont eux-mêmes bénévoles, ils font les sandwichs, tout le monde mange là, etc. Il y a des ateliers de calligraphie, de dessin, de machin. Et dans la salle, qui fait 1000 places, il y a des gens qui font des lectures. Et on voit ce public des gens qui sont venus des quartiers, qui sont soi-disant illettrés pour la plupart d'entre eux, qui sont hyper enthousiastes, qui se lèvent, qui applaudissent à tout rompre, qui soutiennent les gens qui sont sur scène. Parce que les gens qui sont sur scène sont eux-mêmes des gens qui font partie d'ateliers de lutte contre l'illettrisme dans les quartiers, donc pour qui c'est vraiment un truc... alors déjà, être sur scène devant 1000 personnes... en plus, ce truc d'échec qu'ils ont devant les yeux, la lecture, et là ils le mettent en jeu, c'est extrêmement poignant. Et avec tout ce public qui les soutient, qui les pousse à réussir, qui les pousse à aller au bout de leur expérience. Et puis entre les passages, il y a des entrées clownesques, des bouts de fanfare, moitié bringue-zingue, moitié de travers. Tout ça, ça vient aussi des quartiers, ça vient d'ateliers. C'est le résultat de tout un travail social. Et je peux vous dire, j'y retourne tous les ans avec beaucoup de plaisir. Je retrouve les gens avec qui j'ai vécu ces expériences. Je vis avec d'autres à chaque fois. Et quand je les retrouve, on se serre dans les bras. Voilà, il y a un truc qui est indélébile entre nous, quoi, quelque chose. Et pourtant, je les trahis quelque part. Je raconte pas leur histoire. Parfois, c'est la somme de leur histoire qui fait un personnage. Parfois, enfin, des fois, c'est... Et pourtant, ils se retrouvent dedans. Il y a tout dans un projet comme ça, de la citoyenneté, de l'écriture et du collectif. Laurence ? Moi, j'ai pas d'attente particulière. J'ai un regret, c'est qu'on avait parlé d'éditer un bouquin parce qu'on avait aussi un illustrateur qui avait suivi ça comme un carnet de voyage et que ça s'est tombé à l'eau. Donc voilà, ça peut être un regret. Mais on va dire que moi, d'aussi loin que je puisse me souvenir dans mon parcours, l'engagement citoyen ou l'engagement auprès des personnes a toujours été là, et accroché à une dimension artistique. Ouais, je sais pas, ça fait partie de moi depuis toujours. Et pour vous, Marie, avant de passer aux questions de la salle, si vous aviez une attente en tant qu'auteur ? Je ne sais pas du tout, en fait. Peut-être pas, peut-être que vous êtes comblé. Non plus. Non, je sais. Moi, je trouve que les expériences qui ont été décrites là, je trouve que c'est des belles expériences. J'ai l'impression que là-dedans, plus que la démocratisation de l'écriture, il y a la démocratisation de l'auteur, la désacralisation de l'écriture un peu qui là, par contre, est intéressante, quoi. Voilà. Là, l'écriture agit, vraiment dans des endroits où elle n'est pas forcément hyper présente, et ça, je trouve que c'est important. Il faut continuer, je pense.
Ça me fait juste penser que quand on demande aux personnes de rencontrer un écrivain, pour elles, c'est quand même une sacrée rencontre. Tout à coup, on va rencontrer quelqu'un dont il y a les bouquins à la médiathèque, et c'est pas un travailleur social, et c'est pas un psy. Et je crois que c'est aussi un préalable qui fait que les gens, tout à coup, bon, il y a la personnalité de l'écrivain qui joue, c'est clair, mais que tout à coup aussi, ils sont dans un état de confiance, parce que c'est pas rien de confier un bout de sa vie à un écrivain qui va écrire avec. Et ça, je crois que ça ressemble à rien d'autre, en fait. Les gens ont retrouvé une dignité, en fait. Beaucoup de choses, encore une fois, autour de cette démarche partagée. Je vous propose, si vous êtes d'accord, de répondre aux questions de la salle. Les micros vont circuler à nouveau, donc vous avez peut-être des remarques, des questions ou des commentaires, des témoignages aussi. N'hésitez pas. Merci, bonjour à tous et merci pour ces témoignages intéressants. Je suis Élise Calvez, je travaille à l'ADEC, à la Maison du Théâtre Amateur à Rennes, qui est une bibliothèque théâtrale. Donc ça m'intéresse vraiment beaucoup tous ces projets que vous avez présentés. Et j'avais juste une question ou remarque sur la manière sur votre projet Asséné d'intégrer les gens dans l'écriture et aussi dans le jeu. Je trouvais ça à la fois très très intéressant et en même temps très difficile pour les gens. Si j'ai bien compris, ce sont les personnes qui vous ont confié leurs histoires qui ensuite les livrent en public et alors, pas les lisent mais les jouent même. Et il me semble que même pour des gens qui démarrent, et encore plus pour des gens qui démarrent le théâtre, puisque c'est non seulement des amateurs, mais en plus, d'après ce que j'ai compris, des gens qui sont amateurs depuis très très peu de temps, il me semble que c'est très difficile d'appréhender le théâtre par la mise en jeu de soi-même, d'un double de soi-même, et qu'il semblerait peut-être plus simple de commencer parfois par des rôles de répertoire ou autres qui permettent clairement de mettre une distance. Et voilà, je m'interrogeais sur ce processus-là et sur la difficulté qu'elle met en jeu dans le projet. C'est un processus extrêmement malin, en fait. Parce que comment on peut... Ça a duré 2 ans, cette affaire. Donc comment est-ce que les gens peuvent accepter de revenir pendant 2 ans? Il faut vraiment qu'il y ait une espèce de confiance. Alors c'est vrai qu'elle va expliquer ça, Laurence, mais c'est parcimonieux. On donne un petit peu, on frustre. C'est un travail sur la frustration. En fait. Petite parenthèse, j'ai travaillé 1 an à la DEC 56, donc je connais bien les questions du théâtre amateur, mais je crois qu'on n'est pas du tout en fait dans des gens qui sont des amateurs, parce que c'est pas forcément des gens. Alors des fois ils ont un désir enfoui de théâtre qu'ils n'ont jamais osé aller activer, mais je dirais que c'est pas forcément des gens qui pensaient qu'ils allaient faire du théâtre et ils viennent pas forcément pour ça en fait. Je crois qu'ils sont ils tombent dans un espèce de truc, dans une aventure, parce que les gens n'arrêtent pas en fait. Quand ils commencent, quand ils ont livré leur texte, ils n'arrêtent pas, ils vont jusqu'au bout. Mais je ne crois pas que ce soit que pour le théâtre. Et néanmoins, je crois qu'on les fait beaucoup travailler sur la technique du théâtre et que les semaines qu'on passe seuls avec eux, c'est-à-dire qu'au départ, ils viennent au moins 1 fois par semaine pendant, au départ, 20 minutes, puis jusqu'à 1 heure tout seul, fait qu'on fait un vrai travail de théâtre. Après, est-ce qu'ils vont continuer à en faire et se dire, tiens, je vais... avoir envie d'intégrer une troupe, c'est pas forcément évident parce qu'ils ont vécu un truc tellement fort qu'ils ont en général peur ils voient les troupes amateurs de leur qui jouent sur le territoire, ils n'ont pas forcément envie de les ils pensent pas forcément qu'ils s'y retrouveront, parce que je crois que c'est 2 choses très différentes. Dans le documentaire, on voit l'un des personnages expliquer une chose que je trouvais un peu surprenante, c'est qu'il expliquait qu'il était très mal à l'aise sur scène au début parce qu'il ne jouait pas le personnage, parce qu'il vivait. Ce que vous disiez, c'est lui. Il revivait ce qu'il avait déjà vécu avec des mots qui étaient un peu figés, et que le moment où ça allait bien, c'est le moment où il devient acteur, où il sort de ce personnage, où il joue quelqu'un d'autre. C'est ça ce que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure, c'est qu'en fait, ce temps de répétition tellement long fait qu'à un moment, il se détache. C'est-à-dire qu'au départ, on est dans l'émotion brute. Il y a une femme, par exemple, qui disait un texte qui, de l'extérieur, ne semblait pas quelque chose de très fort au niveau de ce qu'elle avait livré. Mais n'empêche que pendant, 3 semaines, 1 mois, elle ne pouvait pas aller au bout de la 2e réplique. Elle pleurait, en fait. C'était trop d'émotions. Mais néanmoins, elle avait envie de continuer.
Donc on a continué de travailler, et voilà, et elle est arrivée à ce détachement. C'est difficile de l'expliquer parce que c'est quelque chose qui se produit chez chacun, quel que soit le milieu. Moi, j'ai travaillé dans des banlieues parisiennes assez costauds, et en fait, il se passe le même processus pour tout le monde. En fait, à chaque fois, les retours sont un peu les mêmes. Mais à un moment, ce travail théâtral, et à force de dire ce texte, il se détache, et on en devient le maître, en fait. Et on comprend quelque chose du jeu, je crois. Merci. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, alors je ne sais pas si ça va être une question. Tout à l'heure, Marie a utilisé un mot, le risque d'instrumentalisation. Faire attention à l'endroit où les choses peuvent être instrumentalisées. Alors j'ai envie de garder ce petit mot-là dans la tête parce que quelque chose me pose problème depuis le début. Peut-être que je ne sais pas ce que c'est que les gens ordinaires et que je ne sais pas si on peut raconter la vie. Et j'ai le sentiment, pour reparler de Pérec, qu'il a déjà répondu quand il a fait, je ne sais pas, tentative d'épuisement d'un lieu par l'écriture. Il a dit que c'était juste pas possible. Et donc je crois que ce point de départ, il est peut-être, il me semble important de rester sur ce point de vigilance. L'autre chose, c'est que, en même temps, évidemment, c'est parce que c'est impossible qu'on essaye de la raconter quand même, et que c'est sans doute le travail en tout cas, c'est une des choses que s'efforcent de faire les écrivains. Et il me semble que si l'écrivain, en tout cas, c'est ce que montre aussi particulièrement, je trouve, le travail que j'ai vu également de Paysage intérieur brut de Marie Dillasser, c'est que je ne sais pas si elle bâtit de la démocratie, mais elle bâtit de la vigilance. Et elle bâtit de la radicalité. Et il me semble que c'est parce que, justement, à partir d'un matériau qui soit explicitement collecté à travers un entretien, et Marie disait ça de ses autres textes tout à l'heure, qui soit secrètement récolté dans le quotidien et dans la porosité dont il était question tout à l'heure, peu importe d'une certaine manière, c'est pas tout à fait le même matériau, mais cette porosité-là, je ne crois pas qu'il y ait d'écriture sans elle. Et c'est parce qu'après, il y a la quête d'une langue, la quête d'une forme, me semble-t-il que justement ce travail de radicalité permet la démocratie. On n'est pas là pour effectivement faire... Et les effets de réel, dans le raconter la vie, il me semble qu'on marche sur une ligne de crête et que cette question de l'instrumentalisation et de l'effort de vigilance est extrêmement important parce qu'on voit bien que, ça a été dit tout à l'heure, c'est que finalement on fait de plus en plus appel aux danseurs, aux comédiens, etc. Pour résoudre le problème de quoi ? Du chômage, de l'emploi, de la misère, de la pauvreté. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire, qu'il ne faut pas aller, mais qu'en même temps, le travail d'abord, c'est le travail de radicalité de la langue. Et il me semble que si on ne fait pas ça, on se retrouve effectivement à reprendre les mots, et les mots, ça veut encore dire, et on parle de raconter la vie, et je crois que c'est juste pas possible. Par contre, on peut lui donner une forme, et cette forme, on va la bouger en permanence. Donc voilà, donc c'était juste peut-être autour de cette question de comment on fait quand on est comédien et engagé dans une démarche de compagnie ou auteur, comment on fait pour vivre au quotidien cet effort de vigilance face au risque permanent d'instrumentalisation, et comment on préserve la radicalité de sa langue et de sa forme. Oui, alors je ne sais pas si on s'est mal exprimé, mais enfin depuis le début, je pense qu'on fait que expliquer, qu'on ne fait pas des récits de vie. On n'est pas du tout là-dedans. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je ne sais pas, je ne me sens pas du tout concerné par ce genre de travail. Comme je disais tout à l'heure, ça a son importance. Sans doute, il y a des gens qui font ce travail d'écrivain public et qui permettent aussi à des gens de sortir des choses d'eux-mêmes, de leur histoire personnelle. Et ça a aussi son rôle, mais là, on n'est pas du tout là-dedans, quoi. Laurence ? Non ? Merci. Y a-t-il d'autres remarques ?
Quant aux gens ordinaires, effectivement, c'est un terme qui est un peu bizarre, qui est un peu foireux. Ce qu'ils ont d'ordinaire, c'est ce sont des gens à qui on ne donne pas la parole habituellement. Voilà, c'est ça qui, par rapport à ce qualificatif d'ordinaire, qui est un peu maladroit, je pense. Vous revendiquez plutôt invisible. Invisible. Invisible, je ne sais pas qui c'est qui les voit pas. Moi, en tout cas, il y a des gens qui veulent pas les voir, peut-être. Si par rapport à la question de la place de l'artiste, moi je voulais pas du tout dire, on demande aux artistes de résoudre la crise. Hein. C'était pas du tout ça. Je dis que je pense qu'aujourd'hui les artistes eux-mêmes réfléchissent à leur positionnement, au milieu de leurs contemporains, on va dire. Et je crois que c'est une question qui est passionnante à réfléchir. Et voilà, c'est tout. Mais Ouais, après, juste pour rebondir sur l'intervention de Anne, c'est que. C'est vrai qu'il y a on est quand même très nombreux, les auteurs, les comédiens, les danseurs qui débutent en tout cas à utiliser énormément de temps pour les ateliers d'écriture et ou de comédiens, peu importe, pour pouvoir subvenir à des nécessités d'ordre économique. Et du coup, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'artistes du coup qui passent beaucoup plus de temps à préparer leurs ateliers d'écriture, leurs ateliers, et puis à aller en atelier, à faire des distances un peu abracadabrantesques pour se rendre, qu'à créer, quoi. Et puis, c'est vrai que là, c'est un petit peu, une des pentes un peu dangereuses, je pense, de ce genre de choses. Mais après, à chacun aussi de trouver un juste milieu. C'est sûr que les gens qui n'aiment pas ça, il ne faut pas qu'ils le fassent. Ouais. Personne n'est obligé, c'est ça? Sûr. Merci beaucoup. Je crois que nous arrivons au terme du temps que nous nous étions donné. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de vos apports. Christian, le programme continue. Au programme de la deuxième partie d'après-midi, une autre table ronde. Oui, on va passer là une table ronde concernant les bibliothèques qui va être animée par Xavier Desbontrides. Donc on fait une légère pause et puis on va passer à cette table ronde le temps de se mettre en place. Merci à tous. Merci.